Ça fait combien de temps que tu es installé, Benoît? Ça fait 11 ans que j'habite ici, quoi. Ok. Et je crois que tu es en bio, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'exploitation est en bio depuis le début, en fait. D'accord. Tu fais plus que du bio, j'ai l'impression. Tu t'es imposé, alors je sais pas si c'est le mot, mais tu ne touches pas au sol. Alors moi, le premier qui ait du mal à me passer encore de la grelinette, pour toi, j'ai l'impression que c'est un vilain mot quelque part. Tu te refuses de toucher à ton sol. Ouais, parce que d'un point de vue agronomique, j'ai l'impression que c'est, en tous les cas, ici, ça devient plus nécessaire de travailler le sol. Après, je comprends que des fois, c'est intéressant, mais la démarche au début, j'avais lu que c'était possible de ne pas travailler le sol et que la vie biologique, tous les petites bébêtes, elles pouvaient le travailler pour notre place. Et ça me parlait, et du coup j'ai eu envie de voir si c'était possible, et du coup on s'est mis directement comme cahier des charges, on ne travaille plus les sols et on va voir si ça marche, et j'étais convaincu que ça allait marcher. Et effectivement, ça marche. Mais c'est vrai que ça ne marche pas tout le temps, de suite, etc. Et c'est là où maintenant on essaie de comprendre comment on fait pour que ça marche rapidement pour aller vers là, quoi. Quand tu dis que ça marche, c'est des résultats en termes de quantité, de vie du sol. Comment tu le quantifies? Ouais, c'est au niveau des rendements. Sur certaines productions, les rendements ils sont là, voire plus que là. C'est-à-dire que sur certaines productions, on va être à peu près 2 fois plus que on va dire la moyenne du bio. Et en plus, le fait de ne plus travailler les sols, sur la plupart des légumes qu'on fait dehors en plein champ, on n'a pas de système d'irrigation. Donc du coup, on a aussi des systèmes qui sont plus simples. Donc ça, c'est chouette de ne pas avoir des lignes d'irrigation à mettre, de ne pas dépendre de l'eau. Et en plus, ça fait aussi que sur certains légumes, c'est intéressant parce qu'on va avoir des légumes plus concentrés en sucre, plus concentrés sans doute en minéraux, qui se conservent mieux. Et donc du coup, c'est tout gagnant, quoi. Seulement les légumes, ce sont des super plantes, ça puise beaucoup d'énergie au sol. Alors comment tu t'y prends pour avoir un sol à la fois vivant et à la fois riche, à la fois fertile? On a créé un super sol, c'est ça le truc, je crois. Parce que ici, quand on est arrivé, le diagnostic, c'était grosso modo, il y a 20-30 cm de sol, surtout on va aller voir une parcelle là où on s'est mis à cultiver, et le diagnostic, c'est laisse en prairie ou fait pousser des pins, mais il n'y a pas grand chose qui va pousser. Et en fait, en apportant beaucoup de matière organique carbonée, et c'est là où on a apporté beaucoup de déchets verts, mais avec beaucoup de bois, etc. Et on a mis la dose, et puis on a attendu que le sol digère ça, et ça a mis plusieurs années, quoi. Et on a après apporté aussi un petit peu, je suis parti au Mexique, j'ai rencontré un biologiste passionné de terra preta. Donc du coup, comment on peut mettre, parce qu'il y avait une civilisation préhispanique qui avait, dans le Brésil, introduit du charbon de bois dans ces terres et qui avait fait des terres très fertiles. Du coup, ça m'a un peu interpellé, attiré. Du coup, on a mis un peu de charbon de bois, on a mis aussi un peu de basalte. Et alors je ne sais pas qu'est-ce qui fait quoi, mais grosso modo maintenant sur des terres où on a apporté beaucoup de matière organique, plus quelques petites poudres minérales, naturelles depuis plus de 5 ans, maintenant les sols se sont totalement transformés d'un sol argileux avec presque plus de 30% d'argile, c'est un sol bien argileux. Maintenant on est sur des sols humifères, vraiment légers, où ça pousse vraiment bien, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et cette redoutable fin d'azote qu'on entend parler un peu partout, moi le premier, je trouve que je l'ai subi encore. Cette année, j'ai fait venir 2 bennes de broyat d'écorce et j'ai senti que j'avais des légumes jaunes. Tu penses que c'est parce que le sol n'est pas encore prêt à digérer tout ça, ou est-ce que tu as une gestion de la fin d'azote ou pas? Est-ce qu'elle n'existe plus peut-être maintenant chez toi? En fait, moi, dès qu'on apporte une matière très carbonée, comme un bout de bois, il va avoir une fin d'azote c'est-à-dire des micro-organismes qui vont essayer de récupérer l'azote qu'il y a autour pour dégrader ce bout de bois. Mais du coup, dès qu'on apporte une matière très carbonée, il y a fin d'azote. Mais en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est dangereux pour la plante. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait une fin d'azote autour des racines.
Et donc si on a notre sol avec nos racines qui sont là et qu'on amène finalement en surface du bois, eh ben, la fin d'azote, elle ne va pas être dans le même horizon où il y a les racines. Et si là, il y a suffisamment à manger parce que le sol est riche et fertile, les plantes vont bien pousser. Après, on a vu quand même des fois au printemps, c'est peut-être là, sur ces techniques là où on ne travaille pas le sol, en fait le sol se réchauffe plus lentement et donc c'est là où il y a certaines cultures qui sont plus difficiles à faire décoller rapidement au printemps en plein champ. Voilà, c'est un peu le... Ok. Du coup, chaque année, pour refaire pousser tes légumes, comment tu re-amendes ton sol? Quels sont concrètement, est-ce que tu as des amendements prioritaires à mettre à ton sol? Moi, je sais que j'utilise par exemple du fumier composté. Est-ce que toi, tu as un amendement prioritaire à amener à ton sol? En fait, ce qu'on privilégie, c'est ce qu'on arrive à avoir. En fait, là, on est sur 13 hectares la ferme, avec plus d'1 hectare de maraîchage et du verger. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai comme matière disponible en quantité. Et donc là, nous, ce qu'on a, c'est du broyat de déchets verts. Et du coup, là, on va avoir en fait tous les déchets des jardins des particuliers. Donc, on va avoir de la tonte, mais on va avoir des feuilles, on va avoir des branches broyées. Donc, quelque chose assez carboné, mais quand même relativement équilibré. C'est sur N sans doute le rapport entre le carbone et l'azote entre 50 et 100 je pense comme ça. Ça dépend un peu des périodes de l'année dans lesquelles on le reçoit. Et alors si on doit mettre en culture une parcelle, là en principe on met bien 10 cm et c'est le minimum qu'il va falloir pour que ça se mette en vie. Et après souvent pour que ça devienne vraiment fertile on refait ça 2 ou 3 fois. Et là après le sol devient fertile. Une fois qu'on a un truc bien fertile, eh ben, on va être plus dans une logique de maintien de la fertilité. Et puisqu'on ne travaille plus les sols, en fait la baisse de fertilité due à la minéralisation générée par le travail du sol étant quasiment annulée, et ben là du coup c'est plus facile de maintenir la fertilité en fait sans travailler les sols. Du coup, tu te passes de tout amendement d'origine animale, tout ce qui est fumier par exemple? Pas par conviction idéologique, mais juste parce qu'effectivement, on n'a pas d'élevage là qui est à côté. Nous, on a quelques chevaux, quelques chèvres. Alors effectivement, quand on va curer leur box, eh ben, on va le mettre ça dans un tas, mais c'est tellement peu que ça se compte même pas, Ouais, quoi. c'est pas du tout ton amendement prioritaire. Non. J'ai encore vu une dernière vidéo sur Monsieur Schreiber, je ne sais pas si tu connais, que j'apprécie, qui révolutionne un peu les techniques de maraîchage sur sol vivant. Il remet en cause notamment le compost. Il jure beaucoup par la matière fraîche. Tu utilises Ouais. toi non plus? Le compost, c'est pas... Ouais, je partage la vision agronomique de Konrad Schreiber, ouais, sur le fait que finalement, si on apporte un compost, eh ben, on a un produit, une matière organique qui s'est déjà dégradée et qui va en fait nourrir une plante. Alors ça peut être très intéressant, surtout pour faire décoller une plante, mais si on veut, donc pour faire pousser des plantes, ça peut être intéressant, mais si on veut fertiliser un sol sur le long terme, il est plus important d'apporter de la matière organique fraîche et surtout carbonée. Parce qu'en fait, si on apporte une matière même fraîche, mais par exemple une tonte de gazon, en fait, ça va être des bactéries qui vont manger cette tonte de gazon, et du coup, en 6 mois, elle va avoir totalement disparu. Toute la tonte va être transformée en molécules, en atomes très simples qui vont être digérés et ça va disparaître. Si on apporte du bois, ça va être des champignons qui vont le manger et en fait l'humus qui va être créé va durer 30, 50, 70 ans. Et du coup, ça permet vraiment de structurer sur le long terme les sols. Aujourd'hui, quand on parle de sol vivant, je trouve qu'on fait souvent abstraction du sol de départ, ce fameux sol minéral, cette texture de sol. Et parfois, moi le premier, j'ai quelques doutes d'essayer de faire une gestion de sol vivant quand on a un très mauvais sol, comme je peux l'avoir moi dans mon potager, j'ai des blocs d'argile, peut-être que tu les as vus. Tu crois toi que même en partant d'une situation comme la mienne, avec un sol à 60% argileux, on peut essayer de laisser la grelinette au garage et de faire que par des amendements conséquents en surface?
Alors, je vais répondre avec deux façons à cette question. La première, c'est si on regarde en fait les sols sur cette planète, ils sont tous différents et de partout, si on laisse pousser, grosso modo, il y a une forêt qui pousse. Donc donc du coup, ça me fait dire que ça devrait marcher si on ne touche pas. Le deuxième truc, c'est qu'à un moment, on a creusé un étang. Et donc du coup, l'étang, il faisait à peu près 4 mètres de profondeur. Le premier mètre de terre qu'on a enlevé, on l'a amené sur une parcelle. Et le reste qu'on a enlevé, du coup une terre vraiment minérale où il y avait très... C'est vrai que la structure n'était pas très mauvaise puisque c'était une espèce de limon, mais du coup, sans vie, sans matière organique, on a mis ça sur une parcelle et on a essayé de cultiver et ça marchait pas. Et puis on a apporté beaucoup de matière organique, beaucoup de matière organique, beaucoup de matière organique et puis on va aller voir et maintenant ça pousse bien quoi. Donc, et tout ça sans travail du sol. C'est-à-dire qu'à un moment, si on met de la matière organique, eh ben on va mettre de l'énergie, donner de l'énergie à la biologie des sols pour structurer les sols. Parce que c'est ce que je pense que c'est comme ça, un fonctionnement naturel d'un sol, c'est comme ça. Après, si on prend un sol, là tu parlais de caractéristiques de structure du sol au niveau minéral, proportion argile, limon, sable, mais effectivement si on part sur un sol où d'un point de vue chimique, eh ben, il n'y a plus de vie, entre guillemets, il y a toujours de la vie, mais en des proportions beaucoup moins importantes, et bien, il va falloir beaucoup plus de temps pour que les champignons se redéveloppent, que les vers de terre, etc. arrivent. Et là, effectivement, des fois, les échelles de temps sur lesquelles ça pourrait se passer, ben, c'est pas compatible avec nos besoins à nous en tant que jardiniers ou maraîchers encore plus, quoi. Tout ce qui est pesticides, fongicides, herbicides, je crois que même en bio, on a droit à certains traitements. Est-ce que tu t'en autorises certains, notamment pour gérer les maladies qu'on a tous de temps à autre dans nos potagers sur sol vivant? Alors, si on me dit pesticides, herbicides, je vais dire non de suite. Mais après, si on regarde bien, effectivement, il y a des trucs qu'on utilise. Alors, au niveau des ravageurs, c'est-à-dire les ravageurs, c'est plutôt les gros trucs. Nous, un truc sans lesquels on arrive, qui nous embête vraiment au printemps, c'est les limaces. Donc, on utilise du phosphate ferrique qui est autorisé en bio et qui est... Moi j'ai regardé toute la notice, ça me paraît pas bien méchant, mais bon, c'est très méchant pour la limace, mais dans l'écosystème ça va. Mais donc ça on utilise. Pour les ravageurs, j'ai l'impression qu'on a toujours des petits mulots, des petits campagnols qui vont nous manger une partie de la production. Mais ça reste en fait tolérable. J'ai l'impression que par exemple on avait vu sur une planche de patates douces, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être 50 kg de patates douces qui étaient mangées. Mais si on fait 2 tonnes de patates douces, et bien en fait, ce que mangent les ravageurs, ça reste acceptable. Mais c'est vrai que si on a prévu de faire que 50 kg, c'est un peu plus gênant. Après, pour ce qui est, par exemple, là, on a des radis à côté de moi. Là, ce qui se fait surtout attaquer, le radis se fait surtout attaquer par les altises. Et là, c'est assez surprenant parce que du coup, les modes de traitement bio, c'est souvent un filet anti-insectes. Alors, c'est assez fastidieux à mettre, etc. Là, on n'en a pas mis. Et normalement, l'altise, elle se développe surtout quand c'est sec. Et là, cette année, ça a été particulièrement sec. Là, c'est une planche qui n'a pas été arrosée. On a juste arrosé 2 jours, le jour du semis, en août. Et curieusement, il n'y a pas eu trop de dégâts, quoi. Donc on comprend pas trop, mais en fait, grosso modo, on n'a pas trop de problèmes, quoi. Après, pour la question des maladies, là où on a un petit peu du souci, mais là un petit peu moins, c'est sur les tomates, quand on faisait des tomates plein champ, et du coup là on traitait avec des huiles essentielles. Donc on utilisait pas mal clou de girofle, au début on a fait un peu sarriette, sauge, on a arrêté parce que ça coûtait un petit peu plus cher que le clou de girofle. Tu arrives à te passer de tout traitement quasiment pour la gestion de tes maladies? Cette année, on a utilisé 2 fois du cuivre, en plus des huiles essentielles sur des planches de melon, parce que ça faisait depuis 3 ans qu'on loupait les melons. Ils chopaient le mildiou juste avant que
avant que le melon soit bon, du coup on perdait tout le feuillage et du coup plus de sucre qui était produit et des melons qui étaient dégueulasses. Donc là on a mis 1 ou 2 coups de cuivre avec un peu d'huile essentielle sur des melons et on a sauvé notre planche de melon. Donc sur certaines maladies cryptogamiques comme le mildiou, ça peut être utile, mais on sort vraiment ça si on n'a pas d'autre solution, quoi. Je vois que tu utilises des bâches. L'utilité première de ces bâches, c'est quoi? Gestion de l'enherbement. Gestion de l'enherbement, et en fait c'est vraiment un outil sans lequel on n'arriverait pas à faire du sol vivant à l'échelle où on l'a fait avec le nombre de personnes qui travaillent sur cette ferme, c'est-à-dire peu. Et du coup, si on embauchait 10 personnes pour désherber, ce ne sera absolument pas rentable, quoi. Donc sans la bâche, toutes les techniques qu'on développe à l'échelle maraîchère, c'est pas viable économiquement. Ou sinon, il faudrait vendre les produits vraiment très chers et se spécialiser dans le resto étoilé. On fait aussi du resto étoilé, mais on aime bien aussi pouvoir vendre nos légumes au marché et puis fournir les cuisines des collèges voilà, produire des légumes pour nourrir les gens qui habitent ici, quoi. Donc concrètement, tu bâches toutes tes surfaces cultivées? Alors, pas toujours. Là, par exemple, ici, il y avait une bâche qui a permis de désherber. Et après, on est venu enlever la bâche et on a fait un semis à la volée, sans travail de sol. Donc ça peut être... Il n'y a pas forcément une bâche sur la culture, surtout si c'est des trucs qui sont plantés serrés. Mais à un moment, sur la parcelle, il va avoir une bâche pour faire un désherbage ou pour faire une culture sur bâche. Et souvent, en fait, il va y avoir une culture sur bâche, et puis après, on enlève la bâche, ça a été désherbé, et là, on peut faire un semis à la volée. Et alors moi, personnellement, j'y connais pas grand-chose en bâche, donc tu troues tes bâches pour planter? Ouais, alors ça, c'était vraiment au début, on est parti avec des bâches de toile tissée, qui sont censées avoir une durée de vie longue. Moi, j'ai des collègues qui les utilisent depuis plus de 10 ans et qui sont encore en vie. Donc là, nous, les premières qu'on a achetées, elles ont 6 ans et elles tiennent bien la route. Au début, on ne savait pas trop comment c'est ça, parce que du coup, on a la bâche et du coup, il faut être bien sûr des espacements lesquels on veut percer et les tailles des trous pour les différentes cultures. Donc la première année, on n'a pas fait. Puis après, on a commencé à faire des trous, par exemple, pour les courges, où on a percé les bâches tous les mètres. Et là, maintenant, on perce des fois tous les 50, tous les 30, en fonction des bâches, du coup, pour différentes cultures. Et tu peux donc les réutiliser chaque année? Ouais, bah là, ces bâches-là, de bâches tissées, là, elles ont 6 ans et elles sont en très bon état et on espère les tenir 10 ans sûrs et voire 15. Si on arrive à 20 ans, bah, ce sera parfait. Et là, l'année passée, on a, pour avoir plus de bâches et pas racheter ces bâches-là, parce qu'en fait, voilà, la bâche tissée, l'intérêt, c'est ça laisse passer l'eau, ça laisse passer l'air. Donc du coup, le sol continue à respirer, il récupère l'eau, etc. Par contre, si on met ça au sol, des fois on a vu, pour avoir un effet désherbage, avec des plantes vivaces comme du liseron, il y a toujours dans ce tissage un petit peu de lumière qui passe et du coup on peut avoir des vivaces qui survivent ou qui vivent très longtemps sous une bâche. Et donc du coup là on a récupéré des bâches d'ensilage qui sont noires. Et donc ça c'est des gars qui ont des vaches laitières, qui utilisent ça pour faire de l'ensilage. Et donc du coup, à un moment, ils les balancent à la décharge. Et du coup, bah, nous, on a récupéré ces bâches. Et du coup, bah, là, on a fait une année. Et je pense qu'on va pouvoir faire 2-3 ans de culture avec ces bâches qu'on a récupérées. Et là, par contre, on a là, il n'y a aucune lumière qui filtre. Et donc, ça permet d'avoir un désherbage beaucoup plus efficace. Mais par contre, bon, l'air, je ne me fais pas trop de soucis parce qu'il y a toujours des trous, l'air circule. Mais pour l'eau, là, pour le moment, on les a mis sur des sols au printemps quand les sols étaient bien gorgés d'eau, donc il n'y avait pas de problème d'eau. Mais là, on se pose la question, est-ce qu'on laisse les bâches sur place ou est-ce que et on recultive au même endroit, ou est-ce qu'on les débâche pour que l'eau rentre? Et ça, on verra l'année prochaine, quoi. Est-ce que tu accordes de l'importance à la rotation des cultures dans ton exploitation? C'est quand même, ça c'est un bon sujet, parce que la rotation, quand on voit les trucs, toutes les formations bio, c'est devenu un sacro-saint principe, le principe de la rotation.
Je dis pas qu'il faut pas faire de rotation, pas du tout, mais des fois je me pose la question, des fois sur une plante, est-ce qu'elle créerait pas les conditions quand elle se développe? Est-ce qu'elle va pas faire que l'endroit où elle se développe ce soit parfait pour sa descendance, quoi. Nous, c'est un peu ce qu'on aime bien faire, on aime bien prendre soin de nos enfants. Est-ce que la plante, elle serait pas dans cette logique-là pour perdurer dans le temps? Ça, c'est la première réflexion un petit peu large. Après, au niveau des rotations, nous, on va... Bon, encore un autre exemple, là, il y avait une planche là où on a fait des courgettes pendant 6 ans, toujours au même endroit, et on a eu des courgettes magnifiques pendant les 6 ans avec des rendements exceptionnels. On les a déplacées pour les mettre à un autre endroit parce que ça ne nous convenait plus de les mettre là pour des questions logistiques, et finalement ça a donné beaucoup moins bien, etc. Donc là, le terrain était bien. Et du coup, je me dis, si le terrain il est bien pour la courgette, pourquoi, et que ça marche et qu'il n'y a pas de problème, pourquoi déplacer la courgette? Après, quand on commence à avoir des problèmes de ravageurs, de maladies sur une culture, et bien là, oui, effectivement, il faut faire des rotations, on peut faire des rotations, on peut faire de l'association. Par exemple, on a vu là tout à l'heure des radis qui se font des fois attaquer par toutes les crucifères, ça se fait attaquer par des altises. Peut-être que si on mélange avec du fenugrec la planche, et ben du coup l'altise elle arrive plus elle voit plus la crucifère, et du coup comme ça permet du coup d'avoir des associations intelligentes pour avoir plus de problèmes sur les cultures. Juste pour clarifier, donc du coup tu ne t'imposes aucun schéma de rotation sur ta façon de produire tes légumes. En fait, on va avoir toute une logique de rotation. En fait, les rotations en bio, elles étaient surtout pensées ou pour les maladies, comme on a vu, ou pour la fertilité. Alors nous, la fertilité du sol, ça, on a sur les sols qui fonctionnent, c'est plus un problème. C'est fertile aujourd'hui, c'est fertile demain, même après une culture exigeante, ce sera fertile. Donc ça, c'est pas le problème. Par contre, là où nous, ce qui nous embête, c'est les vivaces, puisqu'on ne travaille plus les sols. Donc tout ce qui est chien-dent, alors prêle et ortie quand même on n'a pas trop, mais liseron, potentie, tout ça c'est des plantes qui, si on ne passe pas de motoculteur par exemple ou de charrue, c'est des trucs qui sont très difficiles à se débarrasser. Donc on va être vraiment des rotations par rapport à la gestion d'enherbement grâce à l'outil bâche. Ou après il y a aussi dans la rotation, c'est plus de dire finalement et ben là, si je fais, par exemple, si je fais de l'ail, je plante mon ail au mois de décembre, je viens le récolter en juin. Si je voulais pas faire de rotation, en fait, je perds la possibilité de faire une betterave après et peut-être un épinard. Et puis après, ben, si j'ai envie, je peux revenir avec de l'ail. Mais juste pour optimiser la surface de culture, effectivement, ben, puisqu'en maraîchage, des fois, il y a des cycles courts et qu'on peut faire plusieurs cycles dans la même année, forcément, on va tourner, quoi. Si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à un jardinier par exemple qui rêve d'avoir un joli potager, est-ce que tu en aurais un là qui te saute à l'esprit? Ouais, d'apporter de la matière organique fraîche et carbonée, s'il souhaite structurer pour le long terme son potager. Et puis s'il veut que ça pousse de suite, s'il rapporte un peu de compost, c'est pas gênant. Mais vraiment, s'il veut structurer, faire un sol où il puisse presque rentrer avec sa main dedans et qu'il apporte du bois. Et ça va prendre du temps, mais ça va fonctionner. En tous les cas, à chaque fois que nous, on a apporté sur différentes parcelles, différentes textures de sol à la base, et à chaque fois, ça a fonctionné. Et à une échelle comme la tienne, est-ce que tu aurais le même conseil ou un conseil différent pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans du maraîchage sur sol vivant? Bah alors, je pourrais dire le même conseil, mais avec des camions. Mais je pourrais dire aussi de venir peut-être faire une petite formation pour voir, et ça permet de gagner des années, d'éviter des erreurs, quoi. Il y a une technique que j'ai pas encore utilisée, toujours pareil parce que j'ai peur qu'elle marche pas sur mon sol très argileux, mais je vais quand même m'y mettre, ce sont les engrais verts. On leur accorde beaucoup de crédit. Tu essayes cette technique sur tes parcelles? Ouais, de plus en plus, parce qu'en fait, les techniques que je préconise, on apporte de la matière organique, mais bon, pour le moment, il y a de la matière organique un peu partout parce qu'elle n'est pas vraiment utilisée. Et
peu de gens l'utilisent, mais si tout le monde utilise de la matière organique, on ne peut pas bâtir un modèle agricole avec autant de matière organique qu'on utilise pour tout le monde avec la quantité qu'il y a. Donc en fait là on utilise la matière organique des déchets pour relancer les sols, mais après si on veut dans une logique de maintien de la fertilité, l'engrais vert c'est génial mais du coup on va transformer en fait notre jardin en fait avec une culture de légumes qu'on va vendre et puis après un engrais vert qui va permettre de créer la fertilité, le maintien de la fertilité nécessaire à refaire une culture l'année prochaine. Donc là on travaille pas mal avec des engrais verts, surtout des engrais verts d'hiver parce que l'été c'est là où on fait plutôt des cultures maraîchères. Et d'engrais verts qu'on utilise, alors c'est vrai, alors on fait souvent des mélanges. En fait, chaque plante d'engrais vert va avoir des caractéristiques bien spécifiques. Nous, on a tendance à privilégier les graines qui partent facilement parce qu'on fait du semis à la volée et aussi des graines qu'on arrive à avoir pour pas trop cher et que mon voisin fait. Donc ça c'est du coup là on fait pas mal de... Mais dans le mélange ce qui est bien c'est toujours d'avoir une légumineuse. Donc la févrole c'est bien, en fait les grosses graines c'est très pratique quand on les sème dans dans la matière organique comme dans du broyat, ça part. Après donc légumineuses, après on peut mettre d'autres légumineuses, mais après il y a de la céréale, moi j'aime bien la céréale parce que du coup ça fait pas mal de biomasse, par exemple l'avoine c'est génial. Ça fait énormément de biomasse, c'est agressif au niveau du système racinaire. Après, le problème de l'avoine, c'est quand on la couche, elle a tendance à repartir, mais si on met une bâche dessus, elle ne repart plus. Donc après, chaque engrais vert va avoir ses spécificités. Mais nous, ce qu'on fait, grosso modo, pour faire simple, c'est une légumineuse, une crucifère, c'est-à-dire une moutarde par exemple, et puis une céréale. Et puis si on veut complexifier, on peut mettre 2 légumineuses, 2 crucifères. Mais grosso modo, ça fait un couvert végétal d'hiver qui va être divers et varié. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui va pousser. Il y a peut-être des trucs qui vont pousser, qui vont geler, d'autres qui vont reprendre. Ça fait des fleurs, ça donne à manger à toute une biodiversité. On a de la céréale, du coup on va faire des tiges carbonées qui vont après nourrir le sol. Et ça fonctionne bien, quoi. Et par contre, ouais, le conseil du couvert, c'est souvent en agriculture biologique, on a tendance à le couper assez tôt et l'incorporer. Et nous, on est dans des logiques un petit peu différentes puisqu'on va essayer de le faire pousser au maximum et de venir le poser au sol en le roulant. Et du coup, plutôt en le roulant. Là, on a fabriqué un rouleau FACA, une espèce de gros rouleau avec des ailettes qui vient en fait coucher et pincer l'herbe. Et qui fait que, grosso modo, après le passage de l'outil, le couvert n'a plus trop envie de remonter. Et puis si on veut vraiment être sûr, on le bâche pendant quelques semaines. Et là c'est bon. C'est bon pour lui. Tu sais que je suis dans le sud de la France, on a très peu de pluviométrie et du coup, je suis très sensible à l'eau au potager. D'ailleurs, je suis souvent en colère sitôt que j'entends, je sais qu'il y a eu des buzz médiatiques, même une mode, je trouve, de potager sans eau, de faire du maraîchage sans eau. Quelle vision toi tu as par rapport à cette ressource si précieuse qu'est l'eau? Moi je suis né à Marseille et je sais que l'eau est précieuse, en Provence c'est rare. Et je suis tombé sur un petit bouquin écrit par Jean Pin qui lui était en Provence aussi et dans les années 70 il essaye de faire un potager sans irrigation. Il fait de l'ombrage quand même. Et il apporte beaucoup de broyat justement, de sous-bois, de forêt. Et ce qui témoigne, c'est qu'apparemment ça marche. Et du coup, ça m'a vraiment intrigué et j'ai eu envie de faire l'expérience et de voir si ça marchait. Ici en Dordogne, où c'est quand même plus facile que là-bas où il le faisait. Et puis, la conclusion, c'est que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, mais après, là maintenant, dans une optique de maraîchage, on voit que c'est un facteur limitant sur certaines productions. Il y a certains légumes où il va falloir les arroser si on veut continuer, mais il y a toute une partie des légumes fruits, par exemple les courges, les pastèques,
il y en a plein où il n'y a pas besoin de les arroser si on a apporté suffisamment de matière organique. Là, on est sur un sol quand même bien argileux, qu'on n'a pas travaillé les sols, etc., etc. Parce qu'en fait, du moment que, par exemple, il y a plusieurs facteurs en fait en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un point de matière organique dans un sol, on rajoute sur un point de matière organique sur les 30 cm, et ben c'est 23 litres d'eau en plus dans notre sol qu'on peut stocker. Donc si on a 5 points de plus de matière organique que le voisin, ben c'est plus de 100 litres d'eau qu'on peut stocker. Après, il y a le fait que si on a apporté du bois, qu'on a développé, qu'il y a pas mal de champignons mycorhiziens qui se développent sur notre parcelle, ça va permettre en fait d'avoir une symbiose entre une mycorhize, en fait une symbiose entre le champignon et la plante, et le champignon va être en capacité d'aller chercher de l'eau là où les racines de la plante ne le sont pas capables. C'est-à-dire que sur des sols argileux, il y a de l'eau qui reste piégée dans les feuillets d'argile et les champignons mycorhiziens vont être en capacité d'aller chercher cette eau. Donc en fait, sur des terrains argileux, grâce aux champignons, on va pouvoir doubler la réserve utile de notre sol. Après, un autre facteur, c'est là, du moment qu'on a plein de vers de terre, et ben, les vers de terre annéciques qui font des galeries verticales qui descendent jusqu'à 2-3 mètres de profondeur, en fait ça dépend, ils descendent jusqu'à ce qu'ils trouvent la roche-mère ou la nappe phréatique. Et donc et les vers de terre sécrètent pour circuler un mucus qui leur permet de circuler, mais ce mucus il est riche en azote. Et donc du coup, il faut imaginer une racine de plante qui trouve une galerie facile à descendre, on trouve de l'humide, un peu d'eau et plein d'azote, et du coup la plante elle va descendre, et finalement la profondeur d'enracinement de nos plantes sur sol vivant, c'est-à-dire avec beaucoup de vers de terre, elle est peut-être beaucoup plus importante parce que plus de vers de terre, plus de galeries, et du coup, tant la tomate, au lieu de rester sur 50, tant elle descend à 1,50 m, et 1,50 m, il y a de l'eau, quoi. J'ai vu le test que tu as fait là sur ton exploitation où on voit concrètement que ton sol absorbe, je crois que c'est genre 100 millilitres à l'heure plutôt que 0 ou 5 sur des sols compactés. C'est presque une réponse même au risque d'inondation qu'on a nous dans le sud. C'est impressionnant de voir la capacité d'absorption d'un sol vivant. Tu récoltes la moindre goutte d'eau du ciel. Ouais, il n'y a rien qui se perd. Ça, c'est vraiment intéressant de voir en fait. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais quand on voit les problèmes d'inondation, on devrait réfléchir à nos pratiques culturelles. Et là, nous, sur la ferme, ce qu'on voit, c'est que sur les jardins, il n'y a rien qui se perd. Par contre, ce qui est marrant de noter, c'est que les chemins, et là, de suite, ça ruisselle. Donc quand on a nos parcelles, nos champs qui ruissellent, c'est que, est-ce qu'on les a transformés en chemin? Je ne sais pas. Tu arrives à récolter tes propres graines? Parce que je sais que c'est un travail, moi le premier j'ai du mal à le faire, je trouve que c'est un métier à part. Savoir gérer les hybridations, savoir conserver ses variétés. En plus toi tu as une notion de productivité quand même à avoir. Tu gères comment tes semences? C'est un véritable enjeu en fait la semence d'un point de vue, déjà si on commence d'un point de vue éthique, le paysan c'était quelqu'un qui faisait tout, plus ou moins. En tous les cas, c'est l'image que j'ai des paysans il y a 50, 100 ans. Et au fur et à mesure des années qui passent, on va spécialiser les activités et du coup, on va déposséder le paysan de plein de savoir-faire. Et du coup, moi, je trouve ça important de reprendre des savoir-faire. Et donc, ça va m'intéresser de l'idée de m'autonomiser sur la graine. Et après, en plus, il y a d'autres trucs qui sont intéressants, c'est que si on fait ces graines, on va pouvoir adapter finalement la génétique des plantes que l'on cultive au sol sur lesquels on les cultive, à l'endroit où on est, et aussi à la manière dont on les cultive. Et donc ça c'est un véritable enjeu agronomique, et je trouve ça très intéressant. Après, c'est vrai que c'est pas facile de faire toutes ces graines, et des fois on voit qu'on les fait pas très bien, et puis au niveau de l'hybridation, effectivement ça nous impose en fait de pas, par exemple sur les courges, on va faire une courge par variété. Donc là 3 variétés de courges il y a, donc du coup on fait des courgettes, et puis on fait des butternuts et des potimarrons.
Et en fait, on ne peut pas avoir 20 000 courges, sinon il va y avoir l'hybridation, sinon il faudrait vraiment protéger les fleurs, etc. Donc là, on n'a pas le temps ou on n'est pas des pros de la semence, donc on fait qu'une variété, par exemple là-bas de potimarron, de butternut là et les potimarrons là-bas. Et vu qu'il y a 1000 plants à côté, bon, ben là on sait que normalement ça va bien se passer et qu'on va garder la variété. Donc c'est vraiment intéressant, mais on ne fait pas tout, mais on aime bien en faire et toujours un peu plus, quoi. Tu utilises ces fameuses semences F1 qui sont assez facilement décriées d'ailleurs sur leur côté justement non reproductible. Eh ben, j'en ai pas utilisé pendant très longtemps. L'année passée, on a utilisé, on a fait un test pour voir un petit peu. J'étais un petit peu curieux de savoir qu'est-ce que ça fait une graine à 70 centimes ou 75 centimes. Et on n'a pas été vraiment satisfait des rendements. C'est censé être plus productif, non, il me semble? Ouais, et ben avec nos sols là et les niveaux de fertilité qu'on a atteints, c'est pas relevant. Après, on le voit, il y a sans doute un intérêt sur des. Par exemple, là, on a des problèmes avec les choux. On n'arrive pas très bien à les faire paumer parce qu'on n'arrose peut-être pas sans doute assez. Et il y a des variétés F1 qui ont été sélectionnés pour paumer. Donc là, sans doute qu'il y a un intérêt. Il y a aussi des concombres qui n'ont pas besoin d'être pollinisés. Donc sous serre, c'est sans doute très intéressant. Mais après, ça pose le maraîcher dans un dilemme de dire est-ce que j'achète des semences F1 pour pouvoir m'en sortir économiquement et de l'autre côté, je sais que je vais exploiter des petits-enfants à l'autre bout de la planète pour venir polliniser ces fleurs-là. Et je trouve ça dur quand même que la société impose ce type de dilemme, dire où c'est dur pour ta famille, où tu sais que tu vas avoir une répercussion négative, et tout ça parce qu'on est passé... Oui, et là du coup ça amène à un autre sujet, c'est que le problème des F1, c'est que le F1 permet d'avoir des produits standardisés. Quand au niveau des magasins, des consommateurs, tout le monde veut du produit standardisé, et ben, du coup, si tu n'achètes pas de F1, et ben, tu vas avoir une bonne partie de ta production qui ne va pas être calibrée, et du coup, tu ne vas pas pouvoir vendre. Et ça, c'est un véritable problème. Tu penses qu'une graine va s'adapter de génération en génération si on garde à chaque fois, si on prélève dans ses légumes, qu'on ressème d'année en année? Il y a une adaptation au terroir, aux résistances aux maladies, à l'eau peut-être, dans le sud? Aux maladies, j'aurais tendance à dire oui comme ça. Après, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a récupéré des tomates où on a extrait des graines. On les a fait pousser la première année, c'est-à-dire en plein champ, sans irrigation, et ça a été un fiasco. Et l'année d'après, ça a bien marché. Donc la tomate s'est adaptée. Là, en tous les cas, sur le facteur mode de culture sans irrigation, là, nous, on a vu vraiment une adaptation de la tomate, pour parler d'un exemple concret, au fur et à mesure des années, et ça très rapidement, quoi. Bonjour, eh bien, je m'appelle Olivier, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Potager d'Olivier et je partage une passion folle pour le jardinage, pour le potager sur sol vivant. Je me refuse tout produit nocif quel qu'il soit, pesticides, herbicides, fongicides, et au contraire, j'ai qu'une quête existentielle de bonheur, c'est à la fois d'avoir bien sûr des beaux légumes pour nourrir ma famille, c'est quelque chose qui est important à mes yeux, de la nourrir sainement, mais aussi de voir mon sol devenir vivant, prendre vie, de le voir se développer. Et c'est pour ça aujourd'hui que je viens voir Benoît, parce que je suis tombé sur quelques images de sa ferme et j'ai comme si je voyais le résultat que j'espère un jour avoir chez moi. Alors voilà, merci Benoît de nous accueillir.